Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. Et à la une, la République démocratique du Congo. 2 personnes sont mortes en marche de rassemblement hostile au pouvoir. Des manifestations organisées par un collectif proche de l'Église catholique. Il demande à Joseph Kabila de ne pas être candidat aux élections du 23 décembre 2018. La France, les États-Unis ou encore la Suisse, le goût très prononcé de Paul Biya pour les séjours à l'étranger. En plus de 36 années au pouvoir, le président camerounais a passé plus de 4 ans hors de son pays, des déplacements payés avec l'argent du contribuable. Et puis le Libéria qui se rêve en destination phare de la côte ouest africaine. Les professionnels du tourisme espèrent beaucoup de la présidence Ouéa. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Des milliers de personnes ont battu le pavé ce week-end en République démocratique du Congo. Après la messe de dimanche, ils sont allés manifester contre le maintien au pouvoir du président Kabila. L'appel des manifestations violemment réprimées par la police. Le bilan est lourd. 2 personnes ont perdu la vie. L'une des victimes a succombé à ses blessures à Bandaka, c'est dans le nord-ouest du pays. Un autre jeune homme a été tué par balle à Kinshasa. Thomas Nicolon était sur place pour France 24. À l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, Rossi est transporté par des amis. Selon eux, le jeune homme vient d'être touché par des tirs de la police. Malgré la prise en charge rapide, le jeune homme décède quelques minutes après son arrivée. Je vois l'orifice denté, l'orifice sorti, je ne peux pas douter de l'arme à feu utilisée. Après la messe, Rossi s'apprêtait à débuter la marche pacifique. C'est là qu'un policier aurait ouvert le feu. 2 autres blessés pris en charge dans le même hôpital mettent aussi en cause les forces de l'ordre. On était à 200 mètres de l'église après le culte, la messe. Alors, lorsqu'on est arrivé juste au petit boulevard, et on nous a demandé de reculer. En rentrant, on a tourné le dos et ils ont commencé à nous tirer des balles. Les autorités rappellent que la marche n'était pas autorisée par le gouverneur de Kinshasa. Elles déplorent la perte en vies humaines et assurent que les auteurs des bavures seront poursuivis. On procède à la discipline de feu, contrôler les cartouches de chaque militaire, dans quelles circonstances il les a utilisées. Le message le plus important, c'est que cet acte ne sera pas laissé dans l'anonymat et dans l'ignorance, et le cas échéant sera puni. C'est déjà la 3e fois depuis le 31 décembre dernier qu'une manifestation mène à la mort de plusieurs personnes. La ministre congolaise des droits humains a annoncé la création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur ces violences. On en vient maintenant à ce chiffre, 1645. C'est le nombre de jours que Paul Biya a passé hors des frontières camerounaises. L'information a été révélée par un consortium de journalistes d'investigation. Des déplacements d'ordre privé essentiellement en Suisse, aux États-Unis et en France. Des séjours estimés à 65 millions de dollars, une somme colossale pour le contribuable. On va retrouver tout de suite en direct et par téléphone Emmanuel Freudenthal. Bonsoir, vous faites partie de cette organisation qui a mené l'enquête avec l'appui de Transparency International. Emmanuel Freudenthal, comment êtes-vous arrivé à ces chiffres ? Je suis journaliste indépendant et j'ai travaillé avec 2 blogueurs camerounais avec qui en fait on a épluché dans les 4001 du Cameroun Tribune, qui est le journal du gouvernement camerounais, qui en fait reprend chaque voyage du président Paul Biya à l'étranger. Et notamment ses courts séjours privés, qui sont en fait la façon dont son bureau se réfère à ses voyages, principalement à Genève. Et au total, ça fait 1645 jours de courts séjours privés, donc qui sont passés généralement à l'Intercontinental de Genève. Et vous confirmez cette somme également des 65 millions de dollars ? Oui, tout à fait. Donc, c'est 65 millions de dollars. C'est en fait donc à peu près 53 millions d'euros. C'est en fait le total qu'il aurait dépensé qu'on estime qu'il a dépensé
en hébergement à l'hôtel Intercontinental ou dans des hôtels similaires. Et ça en fait, ça inclut pas tous les transports en avion qui sont faits par jet privé qui sont loués en fait. Et si on ajoute cela, on peut facilement arriver à 180 millions d'euros depuis que Biya est arrivé au pouvoir en 1982. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de la présidence, des réactions à la publication de votre rapport ? Alors non, aucune réaction depuis la publication du rapport, qui a pourtant été beaucoup repris, notamment au Cameroun, par plusieurs journaux. Un des journalistes avec lequel je travaille a reçu quelques appels, mais à part ça, pas de réaction officielle. Et quelle était la nature de ces appels ? Il voulait juste vérifier si c'était bien lui qui avait écrit l'article. Et des réactions au sein de la société civile, au sein de l'opposition ? Pas que je sache, non. D'accord. Et est-ce que vous avez vous-même tenté de vérifier auprès de l'entourage proche du président ces données, même si vous vous êtes référé à un document officiel, mais est-ce que vous avez vous-même tenté de contacter l'entourage proche de la présidence pour croiser ces chiffres, par exemple ? Bon, donc on a contacté tous les gens qui sont nommés, enfin on a essayé de contacter tous les gens qui sont nommés dans ce rapport, ce qui est pas très facile parce qu'en fait la plupart des gens avec lesquels le président travaille sont pas très au fait des nouvelles technologies, ils ne sont pas vraiment en ligne, vu que la plupart d'entre eux sont assez âgés en fait. Mais on a essayé de les contacter. Les deux collaborateurs avec lesquels il a passé le plus de temps en voyage, Joseph Fouda et Martin Bellinga-Boutou, on n'a pas réussi à trouver leur contact en fait. Donc on ne les a pas contactés. On a contacté l'hôtel, on a contacté la compagnie aérienne qui ont décidé de ne pas répondre à nos emails. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel Freudenthal. Je rappelle donc que vous faites partie de ce consortium de journalistes qui avait révélé donc cette enquête selon laquelle des séjours essentiellement d'ordre privé ont été financés à hauteur de 65 millions de dollars de la part de Paul Biya. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. L'issue du scrutin législatif à Djibouti, sans surprise aucune, le parti du président Guelleh l'a remporté. Sur les 65 sièges de députés en jeu, l'UMP en obtient 58, soit 3 fauteuils de plus que lors du scrutin de 2013. Les précisions de Thaïs Brook, notre correspondant dans la région. Comme prévu, c'est un raz-de-marée vert, les couleurs de l'UMP qui a déferlé sur ces élections. Grâce au jeu de la proportionnelle, avec quelques 18% des voix à Djibouti-Ville, la coalition de l'opposition UDJ-PDD a quant à elle remporté 7 sièges dans la nouvelle assemblée. Les deux autres partis d'opposition en lice n'ont quant à eux pas réussi à dépasser les 10% des voix dans les deux autres circonscriptions dans lesquelles ils se présentaient et n'auront donc aucun député. Mais ces résultats étaient prévisibles. 2 partis historiques d'opposition ont décidé de boycotter ces élections ou alors n'ont tout simplement pas pu s'enregistrer auprès des autorités. Un avocat proche de l'opposition et notamment du parti MRD dénonce une mascarade électorale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Djibouti, tant qu'il n'y aura pas une CENI indépendante, tant qu'il n'y aura pas un conseil constitutionnel indépendant, on ne pourra pas, il n'y aura pas d'élection libre. C'est la raison pour laquelle le parti le plus ancien et le plus important de l'opposition a boycotté. Officiellement, le taux de participation était supérieur à 70% à l'échelle nationale, mais les partisans du boycott dénoncent des chiffres trafiqués par le pouvoir. Aucun des partis en lice lors de ces élections n'a pour l'instant réagi à ces résultats. En 2013, les violences post-électorales qui avaient suivi les élections législatives avaient fait 6 morts, notamment parce que l'opposition avait alors dénoncé des fraudes massives. Cette fois-ci, le calme règne à Djibouti et le pouvoir d'Ismaïla Omar Guelleh, à la tête du pays depuis 1999, sort encore renforcé de ces élections. Des véhicules caillassés, des pneus brûlés et de nombreux commerces restés fermés. Conakry a tourné au ralenti ce lundi. La capitale guinéenne a même pris des allures de ville morte. C'est d'ailleurs le nom de l'opération lancée par le principal parti de l'opposition, arrivé 2e derrière la formation du président Alpha Condé. Cette formation politique conteste les résultats du scrutin du 4 février dernier. Et puis des enseignants ont eux aussi battu le pavé en grève depuis bientôt 3 semaines. Ils réclament une augmentation de leur salaire à hauteur de 40% et avec un effet rétroactif. La proposition du gouvernement de réévaluer leur rémunération de 10% n'aura pas suffi à faire taire la grogne. Écoutez, Mamadou Biloba, il est activiste et membre de la société civile.
tous ceux qui sont soucieux du développement de ce pays-là, nous avons tous mobilisé pour se retrouver ici et demander à ce que l'État accepte de négocier avec les syndicats afin que nous sortions de cette impasse-là. Le combat va continuer jusqu'à l'ouverture des classes et qu'on amène l'État à prendre sa responsabilité, qu'on amène l'État à ne plus accepter de déplacer les problèmes parce que l'année dernière, au même moment, au même mois, pratiquement à la même date, nous nous sommes retrouvés dans la même situation. Les enfants ont fait plus de 2 semaines, il n'y avait pas cours. Il a fallu qu'il y ait ces genres de manifestations-là pour qu'ils s'entendent et ouvrent les classes. Week-end de mobilisation aussi au Niger. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du pays, à Niamey notamment, où plusieurs milliers de personnes ont pris possession des rues. Des slogans repris à l'unisson pour exiger l'abrogation de la loi de finances de 2018 et le départ des forces étrangères. Des soldats français et américains présents dans le pays dans le cadre de la lutte antiterroriste. La coalition des partis au pouvoir prévoit de son côté une contre-manifestation. Elle devrait se tenir le 4 mars prochain. L'actualité judiciaire au Maroc est la reprise des auditions de 54 leaders du Hirak. C'est le mouvement de contestation qui avait agité le RIF il y a plusieurs mois. Nawel Ben Aissa, l'une des figures féminines de l'organisation, a écopé de 10 mois de prison avec sursis. Dans le viseur également des autorités marocaines, Saïd Chaou, il est anciennement parlementaire. Il réside aujourd'hui aux Pays-Bas et les autorités marocaines tentent de le faire extrader pour le juger dans le royaume. Le Libéria, à l'heure du changement depuis son accession au pouvoir, les défis sont nombreux pour George Weah. Le jeune président doit d'abord remettre sur pied un pays ravagé par 14 années de guerre civile. Et pour ce faire, il mise sur un secteur, le tourisme. Objectif, faire du Libéria l'une des destinations phares de la côte ouest africaine. Voyez ce reportage, il est signé Patrick Fondio, Pierre Akpro et Irina Fourni. Face à l'océan, dans la baie de Monrovia, un palace fantôme. Son nom, le Ducor, autrefois le plus bel hôtel d'Afrique de l'Ouest. Un bâtiment abandonné en 1989, à la veille de la guerre civile. Comme un symbole du glorieux passé touristique avec lequel le Libéria entend renouer. Nous, les locaux, on adore venir ici pendant les week-ends, plutôt que d'aller à la plage. Chiquita Johnson rêve de ramener ses futurs clients dans cet ex-5 étoiles. Elle est aujourd'hui l'unique tour opérateur au Libéria, mais elle prédit déjà la relance du tourisme grâce à l'élection de Weah. La perception de ce pays doit être changée. Nous devons lui donner une nouvelle image de marque. Nous avons ici une culture américano-libérienne, une des meilleures cuisines du monde. Sans compter nos artisans et nos artistes. On aime tout ce qui est branché et luxueux, il faut juste savoir le mettre en avant. Du tourisme haut de gamme sur des plages de sable fin. En voici un avant-goût dans cet écolodge ouvert en 2012 à 40 km de la capitale. Un complexe hôtelier niché dans une forêt en bordure de mer. Ici, pas encore de touristes, mais uniquement des expatriés locaux. Lisa, la propriétaire française, a investi et misé sur le tourisme, plus confiante que jamais, avec Weah à la tête du pays. Je pense qu'il va beaucoup aider à améliorer l'image du Libéria. Tout le monde pense à aller au Kenya, au Sénégal, parce que c'est très connu. Et, alors que le Libéria est un pays complètement, c'est un trésor caché qu'il faut vraiment découvrir. À quelques kilomètres, un autre hôtel récemment rénové, géré lui aussi par des Européens. Des investisseurs désormais dans l'attente de l'abrogation d'une loi interdisant aux étrangers d'acheter des terres, une promesse du nouveau président. Des choses positives sont déjà en train de se produire, avec par exemple cette loi sur la propriété foncière. Ça ne peut qu'encourager les investissements dans le pays. Un pays et son nouveau président en quête d'investisseurs pour donner à la côte libérienne un petit air de Riviera. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Paris Direct continue. C'est Aude Le Christ qui a le plaisir de vous retrouver. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Dans le Paris des Arts cette semaine, nous recevons une voix flamboyante du Mali, Rokia Traoré. Elle balade sa musique sur tous les continents. À Paris, c'est à la Fondation Cartier qu'elle vient de se produire à l'occasion d'une grande rétrospective consacrée au photographe malien Malik Sidibé.
Une escapade parisienne qui a aussi été l'occasion de découvrir l'exposition Urban Riders au musée d'art moderne et de rencontrer l'artiste Mohamed Bourouissa. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.